Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous parle de technologie, d'internet et de gadgets. Nous sommes en décembre 2012 et c'est l'épisode numéro 101 en direct de Le Web. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode 101 en direct du salon Le Web à Paris en décembre. Nous sommes au 3e jour et nous allons donc vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur ce salon. Bonjour Jeff, comment vas-tu? Salut Patrick, et toi? C'est pas la première fois qu'on fait un Rendez-vous Tech juste enfin en direct ensemble en vrai. Et qu'on se voit et qu'on peut faire un high five. Mais c'est pas souvent et comme tu étais présent pour le web, on s'est dit que ça serait sympa de le faire ensemble, d'autant plus qu'on a vu énormément de choses sympathiques. Avant de se lancer, je voudrais vous dire que nous avons fait 2 vidéos d'1 heure pour le jour 1 et le jour 2 qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube et sur le site bien sûr nowatch.net, où on parle de beaucoup plus de choses que ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par toutes les innovations et les choses intéressantes et inspirantes parfois qui ont été présentées à le web, je vous encourage à aller les voir directement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler des choses qu'on a retenues, donc il y en aura un petit peu moins. Avant de vous parler du programme aussi, je voudrais comme vous l'avez remarqué, on a ici le nom de Microsoft qui s'affiche en grand parce qu'on est sur le stand Microsoft qui nous fait l'amitié de nous prêter le stand pour tourner. On a du super matériel de qualité incroyable comme vous le voyez. 3 caméras. Ouais, 3 caméras et des vraies lumières. Est-ce qu'on peut montrer avec la paluche? Enfin avec la petite caméra, hop, voilà. Et on a l'équipe technique derrière. Donc on est sur le stand Microsoft, c'est normal. Hop, on met ça ici. Et on a tourné un petit peu sur le stand Microsoft les 2 autres jours aussi. C'était bien sympathique. Donc merci à eux, effectivement. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de ce qu'on a retenu de ce 3e Le Web. À la fin, je vais vous donner mes 2 énormes coups de cœur, qui sont le petit jouet Ubuli, qui est ici. On va vous le montrer. On va vous montrer comment ça fonctionne. Et les drones de la team Black Sheep qui m'ont complètement, comme dirait Cédric, mind-blowé. Voilà, il sourit là-bas. Mind-blowé en franglais dans le texte. Voilà. Non mais vraiment les 2 c'est des trucs que j'ai trouvé incroyables et je suis sûr que le petit Ubuli là vous dites ouais bon c'est un jouet, c'est une peluche, vous allez voir qu'il y a des trucs incroyablement intelligents. C'est vrai. À la base. Et donc on va commencer avec 5 ou 6 petites news qu'on a trouvées intéressantes. Avant ça, le web, c'est quelle édition? 9e, 10e? C'est la 10e, donc c'est mon 10e le web aussi. Je crois que je suis le seul à avoir fait les 10 éditions. Donc ça avait commencé en 2005 avec les blogs 2 et ensuite le web à partir de 2006. C'est une édition que j'ai trouvée personnellement particulièrement intéressante. Typiquement, c'est une opportunité pour moi de rencontrer des gens soit que je connais, soit que je connais pas, etc. Mais là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait énormément d'intervenants qui étaient super intéressants avec des nouveaux produits, des technologies, beaucoup de choses auxquelles on peut réfléchir. Et donc, bravo à Loïc et Géraldine pour une excellente version du web. 10e édition. C'était le thème aujourd'hui, enfin c'est pour cette édition, c'était l'internet des choses, l'internet par les choses, comme dit Cédric. Internet of Things. Internet of Things, comme dit Jérôme par contre. Pardon. C'est un salon qui est très orienté industrie et professionnel, hein. C'est pas un salon grand public. Pour ceux qui connaissent pas le web, s'il en reste encore, c'est un salon qui est vraiment business, industrie, tendance, innovation, start-up quoi. Et on y trouve des choses qui sont effectivement parfois inattendues, qu'on n'aurait pas pu découvrir ailleurs. Et c'est le seul rendez-vous annuel, je dirais, en Europe où on voit autant de la Silicon Valley venir en force. C'est juste un point particulier, mais c'était impossible d'avoir un billet d'avion direct sur le San Francisco Paris, tellement il y avait de gens qui allaient de San Francisco à Paris pour le web. C'est devenu le salon tech, la conférence tech majeure en Europe. 3500 personnes ici.
C'est ça. Et donc, c'est une occasion de découvrir des choses qu'on ne découvrirait pas forcément ailleurs, parce que peut-être qu'on s'y attarde pas dans notre vie de tous les jours. On a les blogs qu'on consulte, les trucs, on va regarder un truc qui a l'air sympa, mais l'occasion de l'étudier un petit peu plus en détail, de le toucher, d'expérimenter avec, c'est pas quelque chose qu'on a forcément tous les jours, même si les produits sont intéressants, on va pas forcément s'y attarder. Donc, quelques-uns, on va se lancer quand même, on va arrêter de vous teaser. Le premier produit qui m'a vraiment interpellé, c'est un produit qui s'appelle Muse, de la société Interaction, qui veut dire interaction en anglais, en français ça se traduit un petit peu difficilement, de Ariel Garten, qui est venu le présenter le premier jour. C'est le rêve du contrôleur par la pensée qui commence en fait. C'est une sorte de petit bandeau qu'on se pose derrière les oreilles et qui fait le tour sur le front, comme des lunettes mais un petit peu élevées, et qui va lire vos ondes cérébrales. Ouais. C'est ça. Et donc elle va lire vos ondes cérébrales. Il est branché en YouTube, en Bluetooth, il est connecté à votre ordinateur et donc il va pouvoir envoyer les données et il y a une API qui est ouverte, donc n'importe quel programmeur peut utiliser ces données pour concevoir n'importe quoi. En l'occurrence, tu as vu la démo qu'ils ont fait, que Loïc a fait J'ai vu la démo, oui. En fait, aujourd'hui, c'est la donnée en brut en quelque sorte, c'est-à-dire que on va avoir une espèce de transcription des ondes cérébrales au travers de ces API, et après c'est au développeur de choisir les ondes qui vont être significatives pour son application. Donc, on avait vu il y a quelques années le Zio, qui était une application à l'étude du sommeil. Et donc ça, c'est une version plus générale de ça, où l'idée c'est que on pourra in fine développer une interface pour commander quelque chose. Donc ce sera soit des jeux, soit des voitures, soit je sais pas quoi. Les possibilités sont infinies. Les possibilités sont infinies. Et c'est vrai qu'on se gratte un peu la tête et on se dit ok, c'est quoi la première application pratique de ce truc? Ouais, c'est vrai. D'autant plus que il y avait une démo qui était marrante, qu'a fait Loïc sur la scène, qui n'était pas préparée. C'était la première fois qu'il mettait l'accessoire, et donc il tapait du texte, et en fonction de son état émotionnel, le texte qu'il tapait était formaté. Donc s'il était un petit peu langoureux, amoureux quand il parlait de sa femme, ça se formatait en italique. En italique, on a vu Géraldine être en italique. C'est ça, c'était marrant. S'il était un petit peu plus actif, ça se mettait en gras, etc. Donc bon, cette première application, c'est vraiment un gadget. On ne sait pas à quel point l'accessoire fonctionne vraiment. C'est difficile à évaluer comme ça à froid. Mais là où c'est vraiment enthousiasmant, c'est qu'il est aujourd'hui sur Indiegogo, donc une plateforme de crowdfunding, et il est en vente à $200 seulement. Ce qui m'étonne, parce que quand tu vois un petit peu la complexité potentielle pour construire ce truc, je sais pas. Enfin, à mon avis, il ne va pas faire d'argent sur le 1 parce que $200 juste pour les composants. Je sais pas, je vais parler avec elle pour essayer de comprendre. Mais en tout cas, c'est une application qui est un peu avant-gardiste, et c'est ça qui est sympa. Ouais. Là, on est en plein dans l'internet des choses. C'est les choses qui deviennent contrôlables par l'esprit, par la connexion. Donc, mon cerveau sur internet. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'était marrant, Loïc disait à un moment, mais on voit l'intérieur de mon cerveau en direct. Il y a des choses qu'il faudrait peut-être pas montrer. Bon, ça va pas du tout. C'était des ondes. Hein. Et ça sera la livraison se fait au printemps 2013. Donc les commandes sont ouvertes, mais c'est pas encore en livraison. Donc Interaction, c'est INTERAXON. C'est ça, si ça vous intéresse. La deuxième chose dont j'aimerais parler, comme on le disait dans les vidéos du jour 1 et du jour 2, enfin du jour 1 surtout, c'était la présentation de Jeff Haggins qui nous a montré sa société et les produits qu'il crée, Smart Things, donc les choses intelligentes. Et là, c'est vraiment le genre d'objet dont on sait qu'ils vont plaire à des gens comme Cédric, comme Corben. C'est le truc du bidouilleur qui va internetiser sa maison. C'est la domotique facile, la domotique Lego facile, à la portée de tout le monde.
Ce qu'ils vendent, c'est des ensembles de capteurs dont il va y avoir différents types. Il peut y avoir des capteurs qui détectent l'ouverture ou la fermeture d'une porte, le taux d'humidité, la présence, il y a des interrupteurs pour la lumière ou d'autres choses, etc. Chaque pack est vendu à peu près $300 avec différentes compositions de différents capteurs. Et vous allez ensuite poser ces capteurs dans votre maison. Il y a un hub que vous allez connecter, auquel vous allez connecter tous ces capteurs qui va être connecté à votre ordinateur, à Internet, etc. Et vous allez pouvoir composer vous-même des sortes de mini-scripts très simples avec une application iPhone. Genre, quand il y a quelqu'un dans cette pièce, la lumière de l'autre pièce s'allume. Quand on ouvre la porte ici, ça allume quelque chose d'autre. Enfin, il y a toutes sortes de compositions différentes. La porte du garage, ça allume l'entrée. Par exemple, voilà. On peut tout contrôler à distance, bien sûr. On peut ajouter des mini-boutons, des applications sur l'application iPhone pour contrôler les différentes choses. Et les trois caractéristiques qu'il a mis en avant, c'est le fait que ça soit facile, donc facile à utiliser, le fait que ça soit ouvert dans le sens de standardiser, que tous les composants marchent ensemble, c'est compatible avec d'autres normes comme Zigbee, Z-Wave. Il a utilisé des Arduino notamment pour certains de ses composants. Et ça marche en Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et donc c'est la domotique, et même plus que la domotique, à la portée de tout le monde. Ça te parle, toi, Jeff? Oui, il y avait une boîte que j'avais regardée il y a maintenant à peu près 1 an et demi, qui s'appelait Green Goose, qui faisait à peu près la même chose, où il y avait des capteurs passifs que tu pouvais mettre sur des bouteilles, sur le chien, des choses comme ça, sur le chien, autour de son collier. Genre quand le chien arrive, il se passe un truc. Quand le chien se balade, ça permet de voir, etc. Enfin, c'était les applications pratiques n'étaient pas encore super bien définies, contrairement à SmartThings, mais c'est vrai que ça revient à ce concept de je vais essayer de me rendre la vie facile en automatisant des tâches toutes simples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te trimbales d'une pièce à l'autre et tu es allumé dans une pièce et tu dois allumer personnellement l'autre pièce. Tu te dis, mais attends, c'est pas logique. Parce que des capteurs, des machins. Donc, c'est intéressant qu'ils fassent ça avec des kits qui sont vraiment très simples. Et in fine, ce que je vois, c'est ce genre de kit directement intégré dans les maisons. Et d'ici quelques années, tout s'allumera de façon automatique, la température se mettra. Ce sera la domotique qui, in fine, sera vraiment accessible au grand public, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore très cher. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ces produits, c'est que la domotique, c'est des choses qu'on ne peut faire que si on le pense avant la construction de la maison. Donc, pour nous tous, a priori, la plupart des gens, c'est pas possible, ou en tout cas, c'est très difficile. Donc là, ça le met à portée des gens. Et il disait une chose très intéressante, Jeff Higgins, là encore dans le cadre de l'Internet des objets, ou l'Internet par l'objet, c'est que le monde physique est en train de se mélanger avec le monde numérique. Grâce à tous ces objets, ça numérise notre entourage, quoi. Donc c'était une vision qui était vraiment intéressante. Et il disait, le monde est en train de devenir programmable. C'est une vision vraiment qui plaira à certains. La chose suivante dont on voulait parler, c'était Fitbit. Alors là, disclaimer, Fitbit et d'ailleurs Uboli, on l'a pas dit, mais c'est des sociétés dans lesquelles toi tu es investisseur, Jeff. Yep. C'est ça. Donc Fitbit, Fitbit c'est pas récent, ça fait 4 ans en fait que j'ai investi dans cette boîte. À l'époque, c'était un des premiers Internet of Things objets, c'était un des pionniers du Quantified Self. Donc l'habilité de la personne quantifiée. La personne quantifiée, ok. Personne traduction officielle. Et donc, je vais te laisser le décrire, mais c'est vrai que j'ai investi dans Fitbit il y a 4 ans et j'ai investi dans Ubli il y a quelques mois. D'accord. Donc, on vous le dit quand même. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont là. Il a choisi les objets sans moi. C'est ça. Qu'on soit clair. Et pour Ubli, je lui ai dit, mais j'adore, il faut absolument que tu nous en aies un. C'est pour le coup, ça me sert beaucoup que tu sois investisseur parce qu'on l'a ici. Oui, non, mais c'est sûr que Jeff investit dans énormément de choses dont on parle pas. Donc, je rassure les esprits chagrins. Qu'il y a des trucs qui me plaisent pas ou qui m'intéressent pas, on n'en parle pas. Mais le Fitbit, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. James Park, qui est le président de Fitbit, a fait une présentation hier.
On a fait d'ailleurs une interview, donc si ça vous intéresse vraiment, allez écouter l'interview dans la vidéo du 2e jour de le web, toujours sur nowatch.net ou sur la chaîne YouTube. Donc c'est ce petit machin. Donc on va le mettre devant la caméra. Voilà, alors attends, pose-le sur le... Hop, et tu me dis Cédric si je suis bien cadré et tout. Donc c'est un petit morceau de machin. Cédric me dit qu'on est bon. C'est un petit morceau de machin qui intègre plusieurs capteurs et qui va vous donner des informations sur la manière dont vous passez votre journée au niveau de l'exercice, la manière dont vous... les exercices que vous faites, les calories que vous dépensez, voilà. Etc. À l'intérieur, il y a 2 capteurs. Alors, il y a un accéléromètre, évidemment, un capteur d'humidité et il y a un altimètre. Aussi, et l'altimètre c'est tellement précis qu'on peut savoir on bouge un petit peu sur la... c'est tellement précis qu'on peut savoir à 10, qu'est-ce qu'il disait, 10 pieds, donc 3 mètres près, votre altitude en fait, la hauteur à laquelle vous êtes. Donc on peut savoir si on a monté des escaliers, etc. Donc comment ça marche en fait? On le garde sur soi tout le temps, il y a un petit clip qu'on peut ajouter. Donc tu l'as sur toi, ça c'est le nouveau format, c'est le Fitbit One qui te dit hello d'ailleurs. Qui est ici aussi. Et voilà. On l'a sorti il y a même pas 15 jours. Donc on va avoir ça attaché à la ceinture, on peut l'avoir dans la poche, on va faire de l'exercice et donc au fur et à mesure de la journée ça va capturer les pas, le nombre d'escaliers qu'on va monter, etc. Et ça va nous donner une vision temps réel des calories qu'on a consommées et de la distance qui a été parcourue. Cette information va être consolidée au travers soit de ton téléphone ou d'un petit dongle qui va se mettre dans un port USB pour tout agréger dans le cloud. Et tu vas pouvoir consulter au travers de ton application iPhone. Alors, l'application. J'ai l'application iPhone, donc je vais la sortir. Hop, on ressort la paluche. Paluche, c'est le terme technique de... Oui, je me demandais de quoi tu parlais là. Pourquoi tu me parles d'une paluche? Ça s'appelle comme ça pour de vrai. Les gens savent peut-être pas. Et donc là, on voit aujourd'hui... Ça c'est mon activité. Donc mon téléphone, enfin ma application Fitbit est basée sur la côte ouest en termes de time zone et donc c'est pour ça que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Mais si je passe à hier, je vois que j'ai fait 10 944 pas et j'ai brûlé presque 3000 calories. D'accord. Ce qui est vraiment nécessaire parce qu'à Paris, qu'est-ce qu'on mange beaucoup. Mais alors, ça sert à quoi ça? Et donc ça, est-ce que ça sert vraiment au-delà du gadget de se dire j'ai marché tant et j'ai... Oui, parce que si tu veux avoir une vision de ton activité, et pour moi j'appelle ça ta conscience numérique. Ouais. Et donc, mon objectif c'est de faire 70 000 pas par semaine, 10 000 pas par jour. Et donc grâce à ça, je n'ai rien à rentrer, je n'ai rien à taper. C'est fait automatiquement, c'est sauvegardé et j'ai même donné à mon médecin accès à ça pour qu'elle voit si je fais bien mon boulot. Et derrière, j'ai une Aria qui est la bascule connectée de Fitbit. La balance. Et ça se met également sur internet, je fais pas le tweet par contre quand même. Et mon objectif c'est de perdre du poids et je vois tous les jours, tous les matins je me pèse et je vois si je le fais. D'accord. Et là ça marche pas bien du tout. Bah t'es en France maintenant donc effectivement c'est marrant de se dire que on a ça enregistre en fait là encore ça numérise notre activité quoi. Tout à fait. Ça numérise notre activité physique. Une chose dont t'as pas parlé qui est intéressante aussi c'est que il y a aussi un petit bandeau qu'on peut mettre à son bras. J'allais y aller. Bah vas-y alors vas-y. Et donc il y a une autre application qui est l'enregistrement de une autre utilisation, c'est la même application. C'est le même dongle, mais avec un petit wristband, petit bracelet, oui, dans lequel on va mettre le Fitbit et on va aller dormir avec et ça va enregistrer en fait votre mouvement pendant la nuit. Ça va permettre de détecter les gens qui ont des problèmes de sommeil. Et il y a pas un énorme pourcentage d'utilisateurs de Fitbit qui en font, qui l'utilisent, je le fais pas personnellement, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes de sommeil, ils se réveillent, ils sont fatigués, ils mettent le Fitbit et ils disent ah bah oui effectivement, on n'arrête pas de toss and turn, donc de tourner, de se réveiller, etc. Se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et donc là encore, toute cette information est remontée sur le cloud. On sait détecter quand vous tombez, en gros vous endormez et quand vous vous réveillez.
C'est là encore un moyen de surveiller des choses et d'avoir des informations sur des choses, sur notre activité. Et c'est vrai qu'on peut se dire ouais bon, je vais faire tant d'exercices et je vais perdre tant de poids, mais si on n'a pas la mémoire qui nous le montre, c'est pas aussi facile. Donc on parle de temps en temps dans Upload d'applications de fitness, et ça c'est une utilisation qui est vraiment intéressante. Une chose, il nous disait, pardon, il y a aussi, alors c'est le gros avantage de Fitbit en fait, c'est que c'est complètement passif, donc on n'a aucun effort à faire, il n'y a rien à faire, tout est fait de façon automagique. Et la chose que je voulais rajouter, c'est que il y a énormément d'applis de fitness comme je sais pas en fait ce que tu disais en France, mais aux États-Unis, Runkeeper, ce genre de choses va également consolider les données avec Fitbit, et donc ça permet d'avoir une vision globale de son activité, de son exercice au travers de différentes applications. Et là où moi ce que je me demandais, c'était mais si on a un téléphone par exemple, il a déjà un accéléromètre, un machin, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas directement le téléphone? Et James Park me disait le problème du téléphone, c'est qu'on arrive à la maison, on le pose, et donc on l'a pas toujours sur nous. Même si on l'a 90% du temps sur nous, 95% du temps, c'est pas suffisant pour avoir une vision globale, quoi. On l'a souvent posé ailleurs. Et puis surtout si tu veux capturer ton activité pas par pas, au revoir la batterie. C'est ça, exactement. Et c'est ça le problème. Donc le jour où l'iPhone a une batterie 15 jours de batterie, alors à ce moment-là, effectivement, on se posera la question. Parce qu'il a une semaine ou 15 jours d'autonomie. Alors celui-là, il a une semaine d'autonomie. Le Fitbit Zip, qui est une version plus récente, donc ça c'est à 99$. Le Fitbit Zip est à 59$, avec sans le sommeil et sans les escaliers, et c'est avec une pile bouton qui va durer 6 mois. Ah oui, d'accord. Et donc pour les enfants par exemple, c'est une très bonne application. Et le truc que j'arrête pas à dire à James, c'est je veux le Fitbit pour le chien. Parce que comme ça on verra que le chien il fait son exercice et ce sera bon pour lui. Le Fit Dog. Le Fit Dog. On va passer à la suite avec un produit qui a été annoncé pendant le web. C'est le nouveau téléphone de Nokia. Cédric va venir nous en parler parce que comme vous le savez, les Windows Phone et les trucs Nokia, c'est plutôt son domaine. Parce que personne d'autre sait les utiliser. Oups, non, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Sur le stand de Microsoft en plus. T'inquiète pas, on a Cédric qui compense. Je me prends un téléphone Nokia dans la tronche. Donc, tiens, viens ici, prends le micro et explique-nous un petit peu ce que c'est que ce nouveau Nokia. Alors, Nokia a annoncé en fait, et j'ai eu la joie, j'ai eu la joie et le bonheur de pouvoir jouer avec. J'arrête pas de tourner là, c'est dramatique votre décor, je suis pas habitué. Donc j'ai eu la joie et le bonheur de jouer avec. C'est un téléphone, alors j'ai été étonné d'assister à un lancement de produit à le web. Enfin, de la part de Nokia en tout cas. C'est un téléphone en fait qui se situe plutôt dans l'entrée de gamme, puisqu'on va annoncer le prix de suite. C'est ce qui a fait la force de ce produit, c'est qu'en fait il est à 259€. Nu, sans abonnement, sans rien, donc c'est plutôt sympa. Il intègre le NFC. Bon ok, pour le moment on va me dire ça sert à rien, n'empêche que j'ai échangé des cartes de visite en NFC à le web. Alors, ça a fait halluciner. Non mais je pense qu'en fait il n'y a que ici qu'on échange des cartes en NFC. C'est un peu ça, tu vois. On fait notre échange de cartes par NFC. Ouais. Non mais en fait c'est plutôt j'avais plus de cartes et je suis tombé sur quelqu'un qui avait un Galaxy S3 et du coup je lui ai dit bah tiens on se l'échange comme ça. Bref, donc le 620 c'est un mobile qui est plutôt fun, c'est comme ça qu'ils le décrivent, avec tout un tas de couleurs et de coques interchangeables, parce que ça c'est un peu dans l'ADN de Nokia de l'époque. Ils ont fait des coques acidulées avec des effets de transparence et tout. Techniquement c'est un écran 3,8 pouces. Donc ils sont revenus un petit peu en arrière parce que là jusqu'à présent sur les Windows Phone en tout cas c'était des écrans assez 4 grands, pouces, 4.3, 4.5, enfin voilà. Là ils reviennent un peu en arrière, c'est un peu le successeur du Lumia 800 pour ceux qui connaissaient celui de la génération d'avant. 3,8 pouces donc tient bien dans la main, un peu arrondi, c'est vrai que les formes font penser un peu à l'iPhone 3G. Ouais. Sauf que le dos n'est pas bombé, voilà, c'est ça la différence. Mais il est très arrondi, tout ça, vraiment avec sympa. Coque interchangeable. Avec coque interchangeable, voilà. Donc NFC, il intègre, par contre, il intègre pas
Ouais, par contre, il n'intègre pas la technologie de recharge sans fil comme le 820 et le 920. Jérôme nous dit les coques sont mixables, on peut en mettre deux et ça fait des mélanges de voilà, couleurs. En fait oui, les coques ont toujours deux couleurs associées et comme la coque externe est transparente, elle prend la teinte aussi de la coque qui est juste interne. En dessous. Ouais, donc c'est vraiment sympa. L'écran c'est du 800 par 480, donc c'est pas une résolution de fou, mais c'est suffisant. Il intègre Windows. On me dit la caméra est là. Il intègre. Je suis à la réal d'habitude, j'ai pas l'habitude. Windows Phone 8, donc dernière version, 8 Go de mémoire interne. Vu que la coque s'enlève, on a la possibilité de rajouter une micro SD jusqu'à 32 Go dedans, même 64 même sur les dernières versions. Donc bref, pour 259 €, pour ceux qui veulent essayer Windows Phone 8, je dis toujours, tant qu'on n'a pas essayé, au moins un mois, on peut pas se faire une idée. Donc si vous cherchez un téléphone à acheter pas trop cher, que vous voulez essayer et pouvoir revenir éventuellement en arrière, 259 €, c'est un bon moyen de commencer. Et c'est pas un téléphone pourri quoi. Voilà. Non, on l'a essayé, il a une bonne réactivité. Les photos sont correctes, correctes, c'est les mêmes photos que le Lumia 800 ou 900. C'est correct, hein, tu vois, je dis pas c'est bon, c'est correct. C'est pas mauvais, mais c'est correct. Voilà. Ok, super, bah merci Avec Cédric. Plaisir. Je reprends mon téléphone quand même et je te laisse. Attention à la caméra. Oui. Hop. Ok, donc Jeff, tu vas t'acheter un Nokia Lumia 600, c'est ça 620 ? Je peux prendre le 5e amendement. En fait, non, j'ai reçu une tablette Surface que Microsoft m'a donnée, très gentiment. Et j'ai commencé à jouer avec. J'aime bien l'écran où on a l'ensemble de toutes les activités, les tâches, etc. En termes de screen de login, c'est vraiment sympa. Les applications, par contre, c'est pas tout à fait ça. Le problème, c'est que début, quoi. Pour moi, c'est 90% de ce que je fais, c'est de l'email. Et le client mail, eh ben, c'est pas ça pour le moment. Ouais, t'as pas été convaincu. Moi, j'ai testé Cédric Bou là derrière. Moi, je vais faire le contrepoids. J'ai testé justement la Surface de Cédric et le téléphone, le Windows Phone de Cédric. J'avoue que j'ai été quand même assez séduit, surtout par la Surface. Franchement, je trouve que c'est un produit qui apporte des choses qu'on n'aurait pas cru possible il y a quelques temps, et je pense que avec le déploiement de Windows qui va forcément arriver dans les mois à venir et dans l'année 2013, on va encore plus être convaincu. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir là-dessus. Tu as raison, c'est que le début, j'étais excité de l'avoir, donc c'est déjà bien, parce que c'est pas le genre du oh chouette une Surface. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y a vraiment des aspects intéressants. C'est juste que ce que j'aime bien faire moi quand j'ai un nouveau jouet comme ça, c'est je le prends et je remplace ce que j'utilise normalement pendant une semaine. Et c'est ce que j'avais fait avec mes téléphones sous Android, c'est ce que j'avais essayé de faire avec mon téléphone sous Windows 7. J'avais repris mon iPhone vite fait. Et le problème, c'est que pour utiliser ça plutôt que mon iPad ou mon MacBook Air, malheureusement le client mail ça passe pas. Mais toi c'est vrai que tu as beaucoup de mails, c'est ton outil de travail. Plusieurs centaines de mails, de milliers. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc d'ailleurs si vous voulez voir le test de la Surface, il y a vidéo de watch.net, machin, tout ça, c'est top. On continue avec la dernière chose dont je voudrais vous parler avant de parler des deux gros coups de cœur. C'est une petite présentation qu'a fait un monsieur qui s'appelle Munjal Shah de Charles River Ventures sur le super humanism, la super humanité, qui parle un petit peu du fait qu'on devienne tous un petit peu des super héros. Il parlait d'un produit qui vous permet vous mettez un petit truc dans l'oreille et ça vous permet d'entendre super bien. C'est du super hearing, de la super audition. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment intéressant. Un produit dont on met une couche sur les dents qui empêche les caries complètement. Un objet qu'on se met sur le dos et qui buzz jusqu'à ce qu'on soit dans la bonne position pour le dos. Moi qui ai des problèmes de dos en ce moment, ça m'aiderait peut-être. Des capteurs qui voient si les gens ont de la fièvre. Donc on se dit dans une conférence comme ça, surtout où là, lui il est en train de tomber malade, on se dit bonjour de loin. Il a posé des questions. Il a fait une étude sur 1000 personnes aux États-Unis, donc c'est un peu spécifique, mais il a demandé ce que les gens préféraient avoir comme super pouvoir. Mais il n'a pas fait que genre on vole, on est super fort, machin. Il a aussi parlé de choses comme est-ce que vous voudrez avoir une patience infinie ou le pouvoir de savoir quand vos amis ont besoin de vous, des choses comme ça. Et c'est assez surprenant de voir ce que les gens ne veulent pas.
il disait que veulent pas, ce que les gens placent en le plus bas dans la liste des choses qu'ils veulent. Par exemple, le fait d'être sexuellement attractif envers le sexe opposé ou le même sexe, hein. Je suis là ou là? Là, non? Là. Ou le même sexe, et ben c'était assez bas. Les gens voulaient pas être super sexy. Enfin, c'était pas le truc qui les préoccupait le plus. Le fait de voir le futur, c'était pas un truc qui les intéressait tellement. Super force, non plus. Le fait de pouvoir convaincre n'importe qui, c'était pas un truc qu'ils aimaient spécialement. Et une super mémoire, non plus. Donc ça, c'était des trucs très surprenants. Et les donc choses personne ne veut la force. Bah, c'était pas le truc qu'il voulait le plus. Mais les choses qu'il voulait, c'était le fait de savoir si un de vos amis avait besoin de vous. Comme ça, par intuition, le fait d'avoir une super patience, le fait de pouvoir soigner les gens, le fait de ne pas vieillir forcément, une super créativité, c'était un truc qu'il voulait, le fait de Ça s'y pose la question en Silicon Valley, c'est clair, ça va être un favori. C'est sûr. Le fait d'être invisible, de pouvoir conforter les gens, la téléportation, le fait de voler, ça c'est classique, le fait d'avoir énormément confiance en soi et le fait de parler toutes les langues du monde. Et tout cela était dans les trucs. Et on se dirait, nous dans notre culture, effectivement, si on demande quel super pouvoir vous préférez, c'est tout de suite super force, machin, je te défonce la tête. Qu'est-ce qu'il dit, Cédric? L'invisibilité. Ah, il y est l'invisibilité. Pouvoir faire des lives depuis le web. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire, parce que il disait que justement, il a fait un lien ensuite avec les choses dans le monde réel, en disant que par exemple, la téléportation, la domotique. C'est un petit peu ça, le fait de pouvoir allumer à distance des objets, enfin des lumières ou ce genre de choses. La tondeuse télécommandée, c'est un petit peu ça aussi. Pour le fait de pouvoir conforter n'importe qui. Si vous écrivez un script sur Facebook et que vous voyez les gens qui disent « Oh, je me sens pas bien, j'ai perdu mon chien, machin », c'est un petit peu ça aussi, le fait de pouvoir avoir des informations sur nos amis. Cette notion de proximité. C'est ça. La créativité avec Pinterest. Pinterest a un succès invraisemblable. C'est un petit peu un truc de créativité, d'inspiration, quoi. La confiance en soi, il y avait des exemples qu'il a donnés, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voir le futur, Google Traffic. Finalement, c'est un peu ça. Si je continue dans cette direction, je vais être en retard parce qu'il y a trop d'embouteillages. Donc, je vois un peu le futur. Donc, ce qu'il disait, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ce qu'il disait, il parlait aux entrepreneurs et il disait... Pour concevoir, pour avoir des idées de start-up ou des idées de produits ou de services, il faut essayer d'imaginer ce que les gens veulent au fond d'eux, de prendre l'essence de ce qu'ils veulent et de répondre au moins en partie à ces besoins. Et j'ai trouvé que c'était une approche vraiment intéressante de cette étude. Ouais. Munjal, donc Munjal, je suis désolé, hein, mais Munjal, c'est un mec. C'est un des potes, bien sûr, forcément. Non, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui avait fait donc une start-up qui essayait de faire de la reconnaissance de visage. Avec des algorithmes de folie. À l'époque, donc ça c'était en 2005-2006, en gros il n'avait pas la puissance de calcul, c'était trop cher, il n'y avait pas l'application, donc il avait pivoté vers quelque chose qui s'est appelé Lag.com, qu'il a ensuite vendu à Google pour une centaine de millions. Je n'étais pas investisseur. Mais c'est un mec extrêmement intelligent et ça en fait pour lui ce qui l'intéresse c'est quelles sont les méthodes de prédiction de produits qui auront du succès. Et effectivement, cette notion de comprendre les aspirations des gens, ce qu'on dit toujours, c'est quel est ton minimum viable product, donc quel est le produit minimum que tu peux développer et comment tu vas valider la demande auprès des utilisateurs. En fait, il a commencé à valider les besoins en premier lieu et ensuite, je serais pas du tout surpris qu'il commence à attaquer certains de ses aspirations dans sa prochaine startup. Ouais, en tout cas, c'était une manière très intéressante de voir les choses. Et là, c'est vraiment l'exemple type du genre de choses qu'on ne voit que dans une conférence comme celle-ci où c'est du genre TED. Vous connaissez bien sûr les conférences TED dont on parle souvent. Cédric était à TEDx Bordeaux la semaine dernière, il était super content. Et c'est des choses comme ça qu'on ne voit pas ailleurs. Un dernier point sur cette étude, il a précisé bien sûr c'est aux États-Unis, donc il espère le faire en France, donc on aura peut-être des résultats différents, mais il notait que il y avait un groupe, parmi tous les groupes qu'il avait étudiés, qui se détachait complètement dans leurs envies et leurs besoins. C'était le groupe des hommes de moins de 45 ans. Ils avaient des envies et des besoins qui étaient très très différents de tous les autres groupes. Donc c'était marrant.
Donc sexe, force, c'est quoi? Mais c'est encore ça. C'était sexe, force et je sais plus, il y en avait un troisième. En gros, t'es pas encore sûr, t'as pas atteint une certaine maturité. C'est ça, exactement. Bon, moi je suis juste à la limite, j'y arrive bientôt. Moi j'ai passé cette année, Donc toi, je suis 45 là, c'est bon. Le sexe ça t'intéresse plus, tout ça. Donc, on va passer à autre chose. Donc on va enchaîner avec un petit mot de notre sponsor. Vous savez que nous sommes sponsorisés par Pritel. Pritel qui est un opérateur de téléphonie mobile, un MVNO sur le réseau de SFR et qui a une approche de la téléphonie mobile qui est très différente des autres puisqu'il propose le forfait modulo. Le forfait modulo vous permet d'ajuster ce que vous payez à Pritel à votre utilisation de votre téléphone. C'est-à-dire que si vous utilisez votre téléphone beaucoup un mois, vous allez payer un petit peu plus. Si vous l'utilisez moins, eh ben vous allez payer moins forcément. Et ils ont modifié le forfait modulo récemment pour intégrer des éléments de data, par exemple, dès les forfaits, certains des forfaits les plus bas, au prix les plus bas. Donc, si vous avez un téléphone qui va utiliser un petit peu de données sans que vous n'ayez forcément envoyé 12 000 trucs, eh ben vous allez pouvoir quand même utiliser ce téléphone et ce forfait à un prix rikiki. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant et surtout ils ont ajouté la voix et les SMS illimités au milieu de leur grille tarifaire. Ce qui veut dire que même si vous téléphonez comme un malade et que vous envoyez 60 000 SMS, eh ben vous n'allez pas tout de suite exploser le forfait. Entre parenthèses, le forfait le plus cher possible, il n'est pas bien cher non plus, il est à peine au-dessus il est à 25 €, 24,90 €. Donc là c'est voix illimitée, SMS illimité et data avec montant raisonnable fair use. Mais ça c'est le prix que vous paierez au maximum. Donc si vous dépensez un petit peu la plupart du temps et que vous dépensez un petit peu plus de temps en temps, vous risquez de faire de sérieuses économies. Et si vous êtes dans ce type de profil d'utilisation, on vous recommande d'aller voir Pritel en passant bien sûr par le site nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière et vous avez plus d'informations sur ce forfait modulo qui est bien intéressant ma foi. Et un petit message à Pritel, on se lance dans la Silicon Valley tout de suite à ces prix-là. Merci. Parce que pour mes enfants, j'aimerais bien avoir ça. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est les trucs qui peuvent être intéressants pour un deuxième téléphone, un enfant ou un téléphone occasionnel par exemple. Une ligne occasionnelle pour les amis qui viennent rendre visite. Bon, on va conclure l'émission avec les deux choses qui m'ont vraiment mind-blowé, qui m'ont vraiment donné envie. La première, et j'espère qu'on va avoir les images que Jérôme a fait tout à l'heure, c'est les drones de la team Black Sheep. Ce qu'ils font, c'est un petit peu similaire par certains aspects aux drones Parrot, qu'on connaît tous, hein, bien sûr. C'est des drones autonomes. Donc il y a une version avec des rotors, donc 4 rotors qui peut voler en stationnaire, et une version avec des ailes. Donc la rotor c'est le Discovery et la version avec des ailes c'est le Zephyr. Et avec des ailes c'est carrément un avion. Un avion, voilà, de petite taille mais c'est un avion. Il y a évidemment une caméra, enfin à vrai dire deux caméras. Sur chacun de ces aéroplanes. Machin volant. Voilà, c'est machin volant. La première, c'est une caméra SD. On va vous expliquer à quoi elle sert. La deuxième, c'est une GoPro qui fait des images d'une qualité hallucinante. Le gros intérêt de ces appareils-là, c'est que vous allez avoir non seulement l'appareil qui vole, mais en plus, vous avez des lunettes que vous posez sur les yeux avec des écrans qui vont vous montrer ce que vous voyez avec la caméra SD. Ce qui veut dire que quand le machin s'envole, on arrive vraiment aux sensations les plus proches qu'on puisse avoir du vol sans soi-même sauter en parachute. Voilà. Il racontait, Raphaël Birker, qui présentait la chose, qu'il voulait vraiment voler mais qu'il n'avait pas les cojones de sauter avec un costume d'écureuil. Voilà. Et c'était le mieux qu'il ait trouvé pour faire un truc comme ça. Et ça a des caractéristiques vraiment intéressantes. Quand on regarde dans les lunettes que j'ai essayé, vous verrez dans les images, on a un petit HUD donc avec les données comme on a l'impression d'être dans un jeu vidéo presque, l'altitude, l'autonomie, la distance, etc. Et il y a une distance d'opération. Alors ça, je suis pas sûr d'avoir bien entendu, ça me paraît hallucinant. Avec le rotor, on est à 3 km maximum, mais avec les ailes, on va beaucoup plus loin, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. J'avais entendu 50 km, mais j'arrive pas à y croire. Mais
c'est bon. Alors il y a des antennes particulières et c'est des grosses télécommandes, hein, mais on a des antennes particulières, genre des râteaux qui sont directionnels pour aller vraiment loin. Mais ils montraient des images, effectivement, ils étaient très loin. Ils disaient 70 km. 70 km, ouais, wow. ouais. Donc, ils montraient des images qu'ils ont fait dans les Alpes, dans des villes. Alors, bien sûr, il y a des restrictions légales sur lesquelles on vous laissera vous informer vous-même. On va pas. Oui, il y avait une question. Loïc a posé une question en disant mais alors attends, si tu amènes ça à Charles de Gaulle, qu'est-ce qui se passe? Il dit bah c'est là où en gros on te donne une voiture et puis bah si jamais tu vas dans le mur, c'est de ta faute. Et bah c'est la même chose. Donc voilà. Attention, lisez le fine print. C'est ça. Les petits caractères écrits tout petits en bas. Mais c'est extraordinaire. C'est le geek en toi. Il dit et d'ailleurs j'ai été sur le site web pour regarder comment et je pense que l'hélicoptère là je le sens bien là. Mais vraiment c'est le truc. C'est marrant parce que le Parrot ça m'a pas énormément. La Air Drone c'est sympa cool, mais cool. ouais non mais c'est cool mais c'est pas un truc qui m'a donné cette envie viscérale de l'avoir et de l'essayer. Ce truc, je suis sorti de la conférence, je suis allé voir Cédric, je suis allé voir Jérôme, j'aurais fait mais c'est un truc de fou. Je suis allé vendre mon rein comme T'imagines, tu sors ton machin, tu l'envoies, tu vas voir s'il y a du trafic au-dessus de l'autoroute. Moi je pourrais tout à fait faire ça chez moi. Mais en plus c'est un petit peu biaisé parce que le Parrot on voit aussi avec son iPhone ou son machin, on voit avec la caméra. Mais le truc c'est que comme c'est pas un appareillage spécifique, ça va pas aussi loin, donc les possibilités sont un peu moins grandes. Là on vole vraiment, on a l'impression de voler, on peut aller super loin quoi. Donc non, c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément parlé. Et il y a alors comme tu disais, je suis allé voir sur le site, c'est déjà en vente ces trucs. Ça fait un peu bricolé. C'est en vente, c'est en pré-vente. Tu crois qu'ils sont déjà en train de livrer? J'avais compris ça. C'est ce que j'ai compris. Okay. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est un peu des machins. C'est pas en kit, mais ça fait un peu bricolé. C'est pas des trucs qui ont l'aspect bien fini et produit de grande consommation du Air Drone de Parrot, par exemple. Je te dirai quand est-ce que Loïc reçoit le sien, parce que je suis sûr qu'il postera dès qu'il le reçoit. Donc on saura combien de temps ça met. Et d'ailleurs on est allé l'essayer à l'extérieur de la conférence et c'était marrant, il faisait des allers-retours. Moi j'avais les lunettes sur les yeux, j'étais complètement halluciné. À un moment il allait se poser sur le toit de le web. Oh, j'ai loupé ça. C'était magnifique. Et il y a des flics qui sont passés et il a suivi les flics pendant un moment avec le drone et les flics sont venus, ils ont dit ah bah ça va, on s'amuse bien. C'était super sympa. Et donc je disais c'est en vente. Le kit pour la version à rotor c'est 1 millier d'euros les premiers prix, 1 millier de dollars pardon. Et $2000 pour la version ailée. Mais ça, je crois que tu dois acheter les lunettes séparément. Les lunettes séparément. Mais elles coûtent une centaine de dollars seulement. 300. Ah moi il m'avait dit peut-être que j'ai dit. J'ai vu 300 sur le site. D'accord, c'est possible. Donc c'est pas des là encore l'Air Drone est beaucoup moins cher. C'est pas des tarifs super abordables, mais pour ce type de jouet c'est magnifique. Et je peux vous dire que Jérôme, c'est son imagination a commencé à partir dans tous les sens pour le type de plan d'émission qu'on pourrait. C'était intéressant. Donc ça c'était le premier truc. J'espère que vous êtes régalés avec les images. C'était extraordinaire. C'était un grand moment du web de voir le truc qui se baladait au milieu de l'assistance avec le Gus. Ça tu te demandais mais attends c'est quoi ce truc là? Et tout le monde a applaudi. C'était des applaudissements de folie. Je vois dans les images, je sais pas ce qu'on est en train de faire là, mais d'accord. Dernière chose dont on voulait vous parler. Et là je pense que comme je disais, avec les hélicoptères et les avions de l'équipe Black Sheep, c'est mon coup de cœur, mais c'est mon cœur d'enfant qui vibre et qui bat et qui s'emballe. Et pour le coup, c'est hyper intelligent, malin, bien pensé, abordable. C'est ce petit machin, le Huboli. Comment on prononce en français? Alors en anglais c'est Huboli. Hubli. Donc c'est Hubli en anglais, en français on va dire Huboli. Hubli. Très honnêtement, je pense pas qu'on se soit posé la question. D'accord. Parce que là, on vient juste. Bon, donc c'est une société dans laquelle j'ai investi. Je vais te sortir de sa boîte. Je vais mettre. Ça. Donc c'est une société dans laquelle j'ai investi il y a maintenant quelques mois, et on est juste en phase de production, et on n'avait pas vraiment prévu de rentrer sur le marché européen et de vendre sur le marché européen, mais il s'est trouvé que lorsque le produit a été lancé, Loïc et ses équipes se sont jetés dessus en disant il faut impérativement que vous veniez au web. Donc j'ai strictement eu rien à faire avec ce choix des équipes. Et évidemment quand ils m'ont dit, les gens d'Hubli m'ont dit bah tiens on est invité au web, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit bah évidemment on y va. Et donc on a amené Hubli en France. Alors expliquons ce que c'est.
Youbli, c'est cette petite peluche. C'est une petite peluche, c'est un caractère. Voilà, d'accord. Un personnage. C'est un personnage qui en fait, alors bon, expliquons du début. C'est une petite peluche qui a priori est toute simple comme ça. Et est-ce que quelqu'un peut venir tenir la petite caméra à la limite, parce que moi je vais pas y arriver à tenir. Oh, tiens-moi mon micro, tiens. Merci. Donc c'est le petit personnage et le petit personnage là, il a vraiment rien de tech ou de geek, c'est juste un petit truc en mousse, en mousse quoi. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone, il y a une app Youbli dans le téléphone et vous comprenez, on va glisser le téléphone dans la petite ouverture. Donc là c'est l'app, je vous expliquerai ce qui se passe quand l'app n'est pas dans le téléphone, quand le téléphone n'est pas dans le Youbli. Bouge pas, je te le donne, toc. Et on le glisse dans bouge pas. 30 secondes. C'est Jeff qui a du mal avec son app, voilà c'est ça. Voilà. Et donc là on le glisse comme ça, hop là, dans la petite peluche. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est double tap to skip an activity, tap and hold to put me to sleep. Donc là, on tape pour le réveiller et il se réveille. T'as mis le son au maximum? Attends, je vais le faire. On va, pour qu'on puisse entendre. Et il se réveille et il va nous parler. Donc, alors évidemment, non, on va prendre l'autre micro. Et on va, hop, ici, il va nous parler. Donc il va nous dire... Ah mais il est reparti sur... Attends, il est reparti sur l'autre truc. On va y arriver. Hop. Youbli. Voilà, reviens. Hop. Hello. Hello Youbli. Donc... What do you want to do? Play a game. Et il nous demande est-ce qu'on veut jouer, qu'est-ce qu'on veut faire. Et il va jouer avec nous. Let's play a game. Et là il nous raconte que la nuit dernière il a eu un rêve et il a fait des choses et il a et il a sauté un petit peu partout. Donc là il nous raconte son rêve de la nuit dernière. Et ce qui est vraiment intéressant. Bon, on va... Attends, laisse tomber la caméra parce qu'on va pas y arriver. C'est bon? Ok. Il raconte toute une histoire de ce qu'il a fait la nuit. Donc vous comprenez que Youbli va nous parler et nous raconter des choses. Et il a un module de reconnaissance vocale et il va comprendre ce que dit l'enfant. Donc il va lui proposer de faire des jeux, de faire de lui raconter des histoires. Il y a même des histoires dont vous êtes le héros. Des Choose Your Own Adventure Stories. Il y a des devinettes, etc., etc. Et là, bon, on le rendort, voilà, parce qu'il a une voix un peu irritante. Alors vous l'aurez compris, c'est un petit jouet pour les enfants. Et il va pouvoir interagir, l'enfant va pouvoir interagir avec le Youbli, qui va se réveiller quand on lui met le téléphone dedans. Et se rendormir, c'est en quelque sorte son cycle de sommeil, son cycle de vie. Et déjà, là, on se dit, bon, ok, c'est un petit jouet avec lequel le gamin va pouvoir interagir. Déjà, c'est sympathique. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est que ça ouvre toute une série de possibilités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé à l'origine. Par exemple, il va y avoir dans très peu de temps, dans quelques temps, ils sont en préparation, des packs d'éducation. Donc Youbli va pouvoir parler avec l'enfant et lui apprendre des choses. Un des exemples que m'a donné Carly, la présidente de Youbli, elle a donné l'exemple d'applications, enfin de packs d'apprentissage d'une langue, de l'espagnol par exemple. Et le truc qui est malin, c'est que les parents vont envoyer le pack de langue à Youbli en Wi-Fi parce qu'il est connecté bien sûr. L'enfant va pas forcément voir la chose et Youbli va lui dire un jour hey, est-ce que tu veux qu'on apprenne un langage secret? Et là le gamin va se dire ok bon on commence et là il va commencer à lui apprendre l'espagnol comme ça. Il y aura des packs pour la science, la littérature, etc. Il y a des packs pour le voyage. Par exemple, vous êtes en voiture pendant 4 heures avec les enfants, vous lui filez le petit Youbli, qui bien sûr est solide, il peut le laisser tomber, etc. Pas de problème.
Il va vous donner des informations sur la région dans laquelle vous êtes. À terme, il y a des applications pour la visite. Vous êtes dans une ville qu'il ne connaît pas, il va toujours optimiser et créer pour les enfants, lui apprendre ce qu'il y a dans la ville, l'histoire, la géographie, etc. Il est évidemment connecté à Internet et donc il y a des mises à jour. Il est connecté par Internet au travers du téléphone. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, il n'y a rien d'électronique là-dedans. C'est le téléphone qui fait tout. Et donc il y a des mises à jour toutes les 2 semaines ou tous les mois qui viennent ajouter des nouvelles histoires, des nouvelles blagues, des nouvelles activités. Ils peuvent savoir quelles activités sont appréciées des enfants et lesquelles sont moins appréciées. Donc ils peuvent privilégier la présentation d'activités appréciées, par exemple. Il y a un autre élément qui est génial. On voyait l'application, et là peut-être qu'on peut la ressortir. Tiens, l'application quand le téléphone n'est pas dans le Youbli. Il y a une petite application tout de même. Donc ça c'est un monde virtuel dans lequel l'enfant peut jouer avec le caractère, le Youbli, le personnage. Avec le personnage. Cédric, c'est bon, on est sur la... Et donc là on va aller par exemple taper sur... J'ai du mal à le faire avec mon pouce. Voilà. Et donc c'est un jeu où on va juste faire monter le Youbli sur les bulles. Et voilà. Donc il y a des petits jeux comme ça. Il y en a 3 aujourd'hui, je crois. Et il va. Donc ça représente en fait ses rêves. Et vous avez entendu tout à l'heure qu'il commençait, quand on l'a réveillé, à dire ah oui, moi j'ai rêvé de ci et de ça, il s'est passé tel et tel truc. Et quand vous le réveillez, en fait, il raconte ce que vous avez fait pendant ses rêves. Ça me paraît tellement magique, c'est incroyable. Jeff est en train de s'amuser. Pardon. Voilà. Donc il y a différents types de jeux, il y en aura encore plus plus tard. Et cette application, elle, est gratuite. Et quand vous achetez la petite peluche, qui coûte $30 seulement, 30 $, vous recevez un code qui vous permet de débloquer dans l'application le mode inséré dans la peluche, en fait, donc le mode éveil. Et ensuite vous pouvez l'utiliser n'importe quand, mais ils se sont rendus compte que les enfants utilisaient énormément la peluche en elle-même. On se dirait, c'est ça qui m'a marqué particulièrement, c'est que on pourrait se dire l'application fonctionne même sans la peluche, on n'a pas forcément besoin de la peluche, mais cette idée de le mettre dans une peluche, de donner vie au personnage, transforme complètement l'expérience, quoi. C'est plus du tout la même chose. J'ai beaucoup parlé, c'est génial, tu fais la vente du Youbli, tu vas devenir notre directeur France. Je vais parler avec Carly, on va signer le contrat sur le site en live. Moi je suis partant. Ouais, non, en fait, tu as, je blague un peu, mais tu as vraiment récapitulé les raisons qui m'ont vraiment amené à investir dans cette boîte, parce que, in fine, qu'est-ce que c'est? C'est une peluche qui est bien faite, sympa, avec un... C'est bien dur. Pourquoi? Parce qu'on peut faire tomber l'iPhone et pas le casser, vachement important. Ouais, bien sûr. On peut mettre parce que l'idée c'est quoi? C'est que quand tu achètes un iPhone 5, qu'est-ce que tu fais de ton iPhone 3, 3S, hein, il disait dans la présentation, j'aime le recyclage d'iPhone. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que les enfants d'un seul coup se retrouvent avec leur univers, un personnage avec lequel ils vont interagir. Les parents vont se retrouver tranquilles quand ils font de voyage. C'est à la limite du jeu et de l'éducation. Et c'est typiquement le genre de produit que les parents vont dépenser beaucoup d'argent pour offrir à leur progéniture. Aujourd'hui, la cible, c'est les enfants de 4 ans à 12 ans. Mais le jour où on a annoncé Youbli, on a eu instantanément, dans les 2 heures, des contacts du Japon, de la Corée, où des grosses marques ont dit on a dépensé des dizaines de millions à construire une image autour d'un personnage, il nous faut un Youbli. J'ai montré ça à un copain tout à l'heure dans le Speakers Lounge. Il me dit ah bah il se trouve que ma femme avait fait un film pour les enfants, il faut vraiment que vous mettiez le caractère. Donc il y a énormément d'opportunités de déclinaison et pour nous en fait ça
c'est le rasoir, et les lames de rasoir, ce sera les packs de contenu que l'on livrera. D'ailleurs, Carly me disait que les packs, certains seraient gratuits, certains seraient payants, mais le prix des packs était de 1 à 10 $ environ. Ouais. C'est pas des packs à 50 $, quoi. Et donc, si tu te rappelles, Patrick de Teddy Ruxpin, donc c'était un nounours qui était programmable, où tu mettais, qui te racontait des histoires. On avait acheté ça à mon fils Axel quand il avait 3 ans, donc il y a une douzaine d'années. Et bah ça c'est le nouveau Teddy Ruxpin, en utilisant en fait ton iPhone comme la plateforme de base. Ouais. Et en fait t'as besoin de rien réinventer, t'as juste besoin de programmer, de tirer parti de l'iPhone. Ce qui est en fait complètement brillant, parce que c'est qu'une peluche, et tout le monde, ce qui est marrant, c'est que tout le monde regarde où est-ce que la peluche se connecte. C'est ça, exactement. Et en fait, nulle part, pas besoin. T'as juste le capteur de luminosité, quand il voit qu'il est vraiment dans le noir, il active le... Exactement. Et ça marche super bien. C'est optimisé pour la voix des enfants, ce qui n'est pas une mince affaire en fait. Pour la reconnaissance de voix et la voix, vous l'avez entendu, c'est super mignon. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler à la conversion, l'adaptation dans plusieurs langues, dont le français. Je ne sais pas si on sait quand ça va arriver, mais on espère très vite, quoi. Bah, on a beaucoup d'intérêt autour de la plateforme. En fait, il y a des outils de production de contenu. Elle me disait, Carly, ça a été créé il y a 1 an. Ouais. Et ils sont, ils ont construit en fait. Mais ce que j'ai adoré dans cette approche, c'est qu'ils auraient pu hacker l'application, le truc. Non, ils ont tout construit comme une plateforme. Tu peux en fait générer le contenu sans écrire une ligne de code. C'est essentiellement rentrer de l'information dans un content management system. Donc c'est vraiment super bien foutu. L'internationalisation, donc l'infrastructure a été implémentée. Maintenant, il faut effectivement tuner l'algorithme de reconnaissance de voix, et puis aussi tuner le text-to-speech. Donc, ce qui permet à Youbli de parler. C'est ça. Et déjà, elle a fait les démos, ça marchait très bien. Une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le fait que, comme c'est connecté, encore une fois, les parents peuvent avoir des rapports sur l'activité des enfants. Yep. Bon, quand ils parlent pour raconter des histoires, c'est pas super intéressant forcément, mais par contre, pour les trucs d'éducation, ça peut être génial. Les Youbli peuvent se parler entre eux, et Carly me disait qu'il y aura peut-être d'autres produits pour destiner à d'autres groupes qui pourront parler aux Youbli aussi. C'est un monde de possibilités. Et tout ça, puis il y aura un monsieur Youbli, une madame Youbli qui font des bébés Youbli et tout ça, quoi. Et tout ça, moi, ce qui me marque vraiment au niveau, si on parle au-delà de l'émerveillement dont je fais preuve et dont je pense que les gens se rendent compte, c'est que tout ça, en fait, la clé qui rend tout ça possible et qui ouvre toutes ces possibilités, c'est le fait qu'il y ait une peluche. Parce que l'iPhone existe depuis des années maintenant. Il y a des jouets, des personnages virtuels, machin, et rien n'a été aussi merveilleux, aussi émerveillant que ce machin, simplement parce que c'est cette idée de le mettre dans la peluche et de lui créer une sorte de personnalité, quoi. Alors, est-ce que Carly t'a amené la version, le grand frère de Youbli, c'est la version iPad de Youbli? Est-ce que tu l'as vu, ça? Ah non, ça je l'ai pas vu. Et donc ça, j'en ai une dans mon bureau, dans notre salle de réunion, et donc c'est un Youbli qui est à peu près haut comme ça, dans lequel on fait rentrer l'iPad. Ah, mais il était sur la scène, je crois. Il était sur la scène, tout à fait. Et ça, c'est super rigolo parce que tu peux faire un gros câlin à ton Youbli. Je veux un gros Youbli. Voilà. Ça m'a vraiment fait retrouver mon âme d'enfant. J'ai dit j'investis, mais je veux mon gros Youbli. Donc t'as eu ton gros Youbli. Donc j'ai eu mon gros Youbli. Parce qu'on a mis un paquet de pognon dans la boîte. Ouais, mais j'imagine. Je pense que ça va être une belle opération. Mais ça prouve en fait que quand on veut mettre en place un produit, on n'a pas besoin d'aller chercher une technique super avancée, parce que initialement, ce que personne ne sait, c'est que Carly et Isaac, son mari, avaient essayé de développer un robot. Et donc c'était un robot où ne serait-ce que le coût des pièces était de 700 $ et c'était vachement compliqué, etc., etc. Et ils se sont dit, ça va jamais marcher. Et in fine, quand ils ont essayé de réfléchir à l'expérience qu'ils voulaient offrir, ils se sont dit, mais en fait, on a besoin d'un iPhone dans une peluche. C'est ça. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, la peluche, elle est effectivement construite en Chine. Et le truc, ça coûte, enfin, je sais pas combien ça coûte, et tu vas pas me le dire, mais ça, c'est rien du tout. C'est $1,50, même pas, quoi. Non, c'est plus que ça quand même. Plus que ça, oui, c'est tout du custom. C'est tout du custom, parce que la foam, il faut, tu vois, par exemple, au début, la foam, on l'envoyait en altitude. Dans l'avion, il revenait, et le Youbli, il se contractait. Et en fait, le truc qui est le plus compliqué,
et ça c'est un secret pour vous, Ah, ok. le zip là, Ouais. c'est custom made, il faut 3 semaines de délai pour les avoir. Et donc là on a... Mais pourquoi? Parce que c'est une taille et un moyen, enfin c'est un zip complètement spécial. Et donc il y a une boîte en Chine qui le fait pour nous, ça prend 3 semaines de délai et donc on est en train de faire produire des dizaines de milliers de zippers pour des Youbli. Bon bah écoute, moi j'ai vraiment hâte. Elle disait si elle fait un truc pour les garçons de 14 ans, moi je m'en achète un et je joue tout le temps. Bon, bref, là c'est mon âme d'enfant qu'on voit pas souvent dans pour les garçons de 41, non? Exactement. Là c'est quand même un peu trop petit peut-être pour moi, mais tu prends juste un petit peu plus haut. Elle disait ils vont. Bon, je vais pas en parler, mais c'est des trucs intéressants. Et bah écoutez, on arrive à la fin de non, on ne la fera pas la version saphir de Youbli. Non, je pense pas que ça soit d'actualité. Il va falloir y aller, c'est la fin de le web là. Qu'est-ce qu'on regarde là? Donc on regarde l'écran, on voit Loïc qui est en train de... Alors oui, c'est la dernière interview. Là. On va vous montrer quand même un petit peu la fin. Donc ça va se fermer bientôt. J'espère que vous aurez apprécié cette émission qu'on a composée pour vous. Encore une fois, vous pouvez aller sur le rendez-vous, non, sur nowatch.net, c'est ça, pour avoir les vidéos du premier et du deuxième jour. Et bien sûr, on se retrouvera nous pour... Jérôme me fait des signes. Oui, c'est ça. Sur le sur le YouTube. Ah oui, bien sûr, je l'ai même pas mentionné. La chaîne YouTube de Le Web archive toutes les conférences. Donc, s'il y a des conférences dont vous pensez qu'elles sont intéressantes, Youbli ou Black Sheep par exemple, mais toutes les autres, hein, il y en avait plein qui étaient super intéressantes. Une sur le le codeur en chef de la NASA qui a fait atterrir Curiosity, c'était magnifique, où il a expliqué tout ce qu'il fallait faire pour réussir à faire poser Curiosity sur Mars. C'était magique, ça. Magnifique. Il y en a plein d'autres. Elles sont toutes sur la chaîne YouTube de Le Web. Donc on vous invite vraiment à aller les voir. C'est des moments vraiment intéressants. Je me suis levé, j'ai posé un drone sur Mars. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. C'était genre la conférence d'avant, c'était un autre truc. Et après, je sais plus qui passait. Le pauvre mec qui passe après, c'est ouais, moi, bon, en fait. alors lui, il a posé un drone sur Mars. Nous, on vend des machins. Ok, je crois que c'était Smart Things d'ailleurs. C'était marrant. Donc vous pouvez aller voir tout ça sur la chaîne du web. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos pour le jour 1 et 2 sur notre chaîne à nous sur YouTube. On revient nous dans à peu près dans une semaine pour le rendez-vous tech, le prochain. Quelque chose comme ça parce qu'on est en retard pour celui-là vu qu'on faisait le web. Vous pouvez nous suivre sur Google+, Twitter, Facebook et tout ça. Et tout ça. Jeff, d'autres choses à vendre? Bon, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui quand même. Donc derrière là, il y a Wildfire, c'est une de mes boîtes, on les a vendues 350 millions de $. Okay. Il y avait 2 ou 3 autres de mes boîtes, Gunip, bonjour Gunip. Non, c'était un très bon le web pour la famille Softech. C'était un plaisir d'être face à face avec toi parce que d'habitude Patrick est à Paris, moi je suis sur ma workstation. Il faudra quand même qu'un jour je fasse une photo de moi en train d'enregistrer le rendez-vous tech, donc en train de marcher. Les gens entendent, hein. Tu sais qu'à chaque fois on a un commentaire genre mais il fait quoi? Il fait de la course, Jeff, il est essoufflé. Je fais pas de la course, non, je suis pas marche. essoufflé, je marche à 2 miles à l'heure. Mais c'est un plaisir de se retrouver face à face et on retrouvera nos auditeurs dans une semaine. Bientôt quoi. Très je sais bien. pas de quoi on va parler mais c'est pas grave. On trouvera toujours des choses. Et juste après le générique, on va vous montrer un petit peu le setup technique. Donc partez pas trop loin si vous êtes en live ou si vous êtes... j'ai dit qu'on était en live ou pas? Je sais pas si je l'ai dit. Moi je l'ai tweeté. Oui, mais on l'a tweeté, mais on était... je vais vous montrer. On fait un petit tour, l'émission est terminée, on vous montre comment ça s'est passé tout ça. Moi je vous dis au revoir parce que je vais il faut qu'il aille sur scène lui. Oh, peut-être pas, mais bon, qui disent bonjour. Allez, ciao à tous. Salut à tous. Et on vous montre tout ça. Ciao Jeff, merci. Merci Patrick. Merci l'équipe technique. Oui, justement, c'est ce que je veux montrer maintenant. Donc, refile-moi la paluche, on va vous montrer les arcanes, les secrets du... on peut donner le code pour le Youbli
Pour le, tu sais, le code, c'est public, non? Enfin, le code pour la livraison sans frais de port. Elle m'avait dit. Elle l'avait dit sur scène. Eh ben, regardez la vidéo de Carly sur Allo Web et elle vous donnera le code pour avoir la livraison gratuite. Livraison gratuite. Parce que je devrais le savoir, mais je ne le connais pas. Moi je le connais. Oui, c'est ça. C'est youbli.com/le web. Ok, donc youbli.com/le web. Voilà. Bon, allez. Merci David. Ciao Jeff. Ok. Là on est en post-générique, n'est-ce pas? Et on va vous montrer la technique qu'on a mis en place ici. Alors, on a Cédric Bonnet. Alors, on va pas, ça va être un petit peu sombre, forcément, parce qu'on est dans l'ombre. On a Cédric qui fait le montage en live, là. Sur un Alienware qui est... Ah, on a la lumière qui est tournée. Donc Cédric est ici. Donc vous voyez qu'il a l'écouteur sur les oreilles, donc il entend tout ce qu'on dit, il peut faire les changements de caméra. Là on a l'Alienware qui tourne avec, on vous livre nos secrets de production, hein, là, qui tourne avec Wirecast. Hop. Et vous voyez que on a avec Wirecast la possibilité de choisir les plans qu'on va mettre en place. Donc vous voyez là, on a un plan qui est en préparation sur la gauche de l'écran. Et non, oui, c'est sur la gauche. Et sur la droite, on a le plan qui est actif. Donc là, on va pas vous montrer le plan, le passage du plan actif. Enfin, bon, là, vous voyez plus rien forcément, mais on est passé en plan actif. Et on peut choisir les plans qu'on fait. Tous ces plans-là sont préparés à l'avance par les petites mains de Cédric Bonnet. Et on a, comme vous le voyez, plusieurs caméras qui sont branchées sur l'ordinateur. Grâce à cette petite bestiole ici. Et je peux vous dire que ça, ce type de moyen de production, ça fait des jaloux. Non pas parce que c'est des moyens de production incroyables. Non mais j'explique. Non pas parce que ça fait des moyens de production incroyables, mais parce que c'est des possibilités à des tarifs hyper raisonnable qui n'était pas imaginable il y a quelques mois. Pour ce type de matériel qui sont en tout, ça fait quelques milliers d'euros on va dire, on a une régie qui est pas loin d'une régie, une petite régie professionnelle quoi. Et entre parenthèses, cette webcam avec laquelle on filme là, que vous voyez dans l'une des voilà, c'est une petite webcam Logitech toute bête HD. Voilà. Donc je vous disais, la petite bestiole, c'est la Blackmagic qui permet de brancher la caméra semi-pro là en HD. Non, normalement en HDMI. Si, mais si. Ah oui, en HDMI, mais oui, en HD. On l'a branché différemment, ça peu importe. Et on a la connexion en Wi-Fi, vous voyez. Donc en Wi-Fi, on est branché et donc c'est cette caméra là-bas. On a une autre webcam ici qui est en fait la caméra sert de support aujourd'hui. Vous voyez, c'est tellement la modernité, c'est magnifique. Ça tourne quand même et on stocke. Oui, on stocke. Voilà, c'est ça, on sécu, mais à la limite, l'image vient de cette autre petite webcam en fait. Donc on a deux webcams, donc celle avec laquelle je vous montre, c'est la même. Deux webcams, une caméra. Tout ça est mixé sur l'ordinateur et on fait la sélection des plans. En live. Donc là, à peu de choses près, on va rajouter des plans ensuite au montage, mais à peu de choses près, c'est ce qui s'appelle du tourné-monté. Donc en théorie, on n'aurait même pas besoin de refaire du montage après. Donc ça permet d'avoir une régie en live. Et en plus, évidemment, on a la diffusion en live, comme je vous le disais, par YouTube. Là, en l'occurrence, on est sur des réseaux qui ne sont pas forcément suffisamment rapides pour diffuser en haute définition. On pourrait, mais tout le monde, vous en doutez, sur un salon comme le web, tout le monde utilise les réseaux. Tout à l'heure, on diffusait d'ailleurs avec le téléphone de Cédric, qui était branché en H+, il a des débits de malade. Donc, bon, ici, c'est un petit peu, encore une fois, perturbé. Donc, on ne peut pas aussi facilement le faire, mais en théorie, on a une plateforme mobile de montage, d'édition, qui est vraiment de bonne qualité. Donc, voilà, c'est quelque chose de vraiment sympa. Les auditeurs qui écoutent l'émission n'ont pas vu ces choses-là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site, sur nowatch.net comme toujours, pour voir la vidéo. Vous pourrez avoir les détails sur tout ça. On va terminer en vous montrant... Bon, on dit quand même, hop, Christophe, merci beaucoup, grosse bise. Jérôme, merci et bisous. Merci à vous de regarder.
Cédric se planque. Merci, super émission. Je pense qu'on a vraiment fait un truc sympathique. Il y a David qui arrive dans le coin là aussi. Et voilà, ça c'est le web qui est en train de se terminer. Il y a la cérémonie de clôture que vous apercevez sur les écrans. Et c'est sur ces images qu'on va se quitter. Comme on disait, on vous dit bonne fin de le web. On vous fait 2 grosses bises. On espère que vous avez profité du salon un petit peu comme nous. Et on vous dit à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines, on verra, pour un nouveau Rendez-vous Tech. Ciao, ciao!